Bonjour, je suis Alexandre Sheldon de Prompt et aujourd'hui, je vous parle des risques de cyberattaque pour nos infrastructures critiques. Mais tout d'abord, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'était le 23 décembre 2015, dans une région à l'ouest de l'Ukraine. Un employé d'une centrale électrique était assis devant son ordinateur et a soudainement perdu le contrôle de sa souris. Il a pu voir le curseur se déplacer seul sur son écran. Un pirate avait pris le contrôle de son ordinateur. Il a pu le voir s'enregistrer dans le système de contrôle de la centrale et fermer le courant. Ce qui a commencé dans une seule centrale s'est ensuite poursuivi dans plus de 30 centrales électriques dans l'ouest du pays. Plus de 230 000 foyers se sont retrouvés sans électricité pendant 1 à 6 heures. C'était la première fois dans l'histoire qu'une cyberattaque réussissait à priver d'électricité une région entière d'un pays. C'était une attaque qui a fait mal, mais qui aurait pu faire encore plus mal si les attaquants voulaient passer à une étape plus destructive. Marthe Kassouf est en charge de l'équipe de chercheurs en cybersécurité de l'IREC, l'Institut de recherche d'Hydro-Québec. Elle étudie de près les cyberattaques sur les réseaux électriques. Ça peut arriver ici au Québec, puis ça peut arriver partout. Puis l'attaque de l'Ukraine, c'était en décembre 2015. Fait que là, on est presque 6 ans après. Ce qui veut dire que les outils d'attaque sont plus sophistiqués. Quand on parle de cyberattaque sur des infrastructures critiques, évidemment, on pense tout de suite au réseau électrique, mais ça concerne aussi d'autres infrastructures centrales au bon fonctionnement de la société. Donc, on parle de secteur de finances, transport, eau, télécommunications, énergie dans toutes ses formes, donc énergie électrique, gaz, pétrole, système de santé, sécurité nationale. Toutes les infrastructures critiques de la plupart des pays développés sont déjà infiltrées. Benoît Dupont est professeur en criminologie à l'Université de Montréal. Il se spécialise dans l'étude de la cybercriminalité. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des reconnaissances qui ont été effectuées par des puissances étrangères et leurs groupes de hackers offensifs qui font en sorte qu'il y a probablement déjà des logiciels malveillants qui sont implantés, pas forcément pour mener des attaques, mais ne serait-ce que pour ramasser du renseignement, pour essayer de voir ce qui se passe dans ces systèmes-là, apprendre à les cartographier, pour qu'au moment où un de ses adversaires étrangers le jugera bon, une attaque puisse être menée. Toutes nos infrastructures, malheureusement, probablement, sont d'une manière ou d'une autre déjà infiltrées par des logiciels malveillants qui sont en attente d'être déclenchés à un moment ou à un autre. Benoît Dupont cite un autre exemple d'une attaque réussie sur une infrastructure critique, soit celle de Maersk, la plus importante compagnie de transport maritime de conteneurs au monde. Maersk fut victime d'un rançongiciel en juin 2017. Elle a été inopérante pendant plusieurs jours d'affilée et elle n'a pu maintenir ses activités qu'en recourant aux comptes personnels WhatsApp de ses employés et puis en leur faisant utiliser leur ordinateur personnel et des fichiers Excel pour gérer 20% du trafic mondial de containers. Donc, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi les attaques sur les infrastructures critiques sont plus fréquentes que jamais? Pour Marthe Kassouf, en ce qui concerne Hydro-Québec et les autres réseaux électriques de la planète, ça serait dû surtout à la numérisation rapide du réseau au courant de la dernière décennie. Côté technologie opérationnelle, la sécurité jusqu'à tout récemment n'était pas un critère de conception. Donc, ces équipements-là qui contrôlent vraiment le réseau, ils sont pas conçus à l'origine avec de la sécurité intégrée. Les transformateurs, les disjoncteurs, tous les éléments qui surveillent, qui contrôlent ces composants. Donc, du fait qu'on a l'interconnexion, ça veut dire qu'on a un accès au processus puis aux dispositifs qui contrôlent et qui surveillent ces grands équipements. Mais si en Ukraine, en 2015, on a vu une attaque très ciblée sur des stations précises et choisies, aujourd'hui, la méthode privilégiée pour attaquer des infrastructures critiques serait beaucoup moins ciblée. En ce moment, c'est la tendance que les attaquants, plutôt que de cibler directement l'organisation qu'ils veulent infiltrer, prennent des voies de contournement, donc c'est ce qu'on appelle des attaques sur la chaîne d'approvisionnement. Pour Benoît Dupont, l'exemple le plus important d'une attaque par chaîne d'approvisionnement serait le cas de SolarWinds. SolarWinds, c'est une compagnie du Texas qui vendait un logiciel de gestion RH nommé Orion. 33 000 clients de SolarWinds avaient ce logiciel installé dans leur système. Quand un groupe de pirates rattachés à l'État russe a réussi à compromettre Orion, c'est ces 33 000 clients qui furent à leur tour compromis. Parmi les cibles qui étaient répertoriées, il y avait le Trésor américain, il y avait le département
des affaires étrangères américains, il y avait le Pentagone, il y avait Microsoft. Mais la Russie, plutôt que d'attaquer directement toutes ces institutions, a utilisé une solution technologique de confiance pour ces institutions-là. Et c'est là où est l'innovation, c'est que plutôt que d'infecter une entreprise à la pièce, d'un seul coup, quand ils ont accès à ces fournisseurs de services ou à ces fournisseurs de logiciels, ils ont accès à des milliers ou à des dizaines de milliers d'entreprises. Un autre type de cyberattaque qui vise les infrastructures critiques, vous l'aurez probablement deviné, ce sont les rançongiciels. La rançon moyenne payée par les organisations en 2020 s'élevait à presque 150 000 $ canadiens. Les organisations criminelles qui développent et opèrent ces rançongiciels se professionnalisent de plus en plus. De véritables PME de la cybercriminalité, enfin PME par la taille, par les profits, ce sont quasiment de grandes entreprises qui embauchent des programmeurs qui vont élaborer, concevoir ces rançongiciels, qui vont recruter des affiliés sur le même modèle que les startups, qui vont distribuer leurs rançongiciels et avec qui ils vont se partager les profits. Dans certains cas, ils ont des centres d'appel pour accompagner les victimes qui ne savent pas comment acheter des crypto-monnaies et leur expliquer comment faire, ou pour négocier. Donc des centres d'appel ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est de véritables infrastructures criminelles, mais qui adoptent les meilleures pratiques de l'économie numérique. Chez Hydro-Québec, pour prévenir que le pire arrive, des équipes de chercheurs en cybersécurité, comme celle de Marthe Kassouf, travaillent à tous les jours pour tenter d'identifier des vulnérabilités dans les systèmes et ainsi de mieux les colmater. Il faut être assez créatif pour concevoir des méthodes d'intrusion, des façons d'intrusion qui sont pas mal novatrices. Puis évidemment, quand on conçoit les méthodes, il faut concevoir les tests pour détecter ces méthodes-là. Ça demande beaucoup d'imagination. Pour Benoît Dupont, quand bien même on veut se protéger, pour être réellement cyber-résilient, il faudrait tout de suite assumer qu'on va se faire attaquer et que les attaques, elles seront réussies. Mais on doit aussi se familiariser avec l'idée que malgré tous nos efforts, nos systèmes vont forcément à un moment ou à un autre être compromis et on ne peut pas se permettre d'être paralysé par ce type d'incident et donc on doit réfléchir à quoi mettre en place pour le moment où ce type d'incident se produira et préparer nos équipes, préparer nos systèmes pour être capables de faire face et d'atténuer l'impact de ce type d'attaque sur notre société et sur nos organisations.